Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Droit et Liberté, page Facebook DL, dans le cadre de ce mini JT de 13 heures. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 février 2022 et donc nous allons commencer bien évidemment le JT de 13 heures pour vous informer de l'actualité. Donc je vais attendre que vous puissiez vous loguer et donc de permettre à toutes celles et ceux qui désirent suivre l'actualité de pouvoir se loguer. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Donc nous allons commencer dans quelques instants. Alors nous allons vérifier. Voilà, n'hésitez pas à partager. Nous allons commencer dans une vingtaine de secondes. Voilà. Voilà, nous allons commencer l'actualité. Donc, tout d'abord, merci à vous toutes et tous de nous suivre par rapport au JT de 13 heures. Sachez que vous pouvons vous indiquer très clairement que des remerciements à cet égard. Et donc, nous avons bon nombre de personnes qui nous soutiennent dans le cadre de nos activités et nous tenions, au nom de toute l'équipe de Droit et Liberté, de pouvoir vous remercier vivement de ce soutien et de cette fidélité par rapport à nos activités. Alors, première actualité, ça concerne bien évidemment les tensions entre la Russie et l'Ukraine et l'impact que ça peut avoir dans le système économique en Europe. Alors, tout d'abord, vous savez que le cours boursier, disons, au niveau de gaz a fortement augmenté depuis la crise coronavirus, d'abord de manière générale. Alors je tiens quand même à vous montrer le graphique. Il faut savoir que les actions en tant que telles valaient pas grand-chose. En tout cas, il y avait une faible valeur boursière au niveau du gaz. Donc au tout début de la crise et par les décisions politiques qui ont été prises notamment, le marché boursier a augmenté fortement, vous voyez, a fortement augmenté, de sorte que effectivement le prix de l'énergie va augmenter et va encore plus augmenter bien évidemment dans les semaines à venir, surtout par rapport à cette annonce qui a été lancée entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que cette annonce est de guerre entre ces deux pays. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une véritable guerre. Je pense que c'est une annonce qui vise à faire augmenter notamment les prix de certaines sociétés et d'impacter également le prix dans d'autres secteurs d'activité, et on va y venir tout simplement. Effectivement, il y a un économiste qui s'est penché sur l'impact que ça pouvait avoir, donc ce conflit, donc au niveau économique. Et qu'est-ce qu'on constate effectivement que la Russie, comme vous le savez, est le premier fournisseur de gaz naturel en Europe, mais également le deuxième fournisseur en pétrole pour l'Europe, et aussi également un grand exportateur de métaux, et dont notamment de l'aluminium. Et donc il faut savoir une chose, c'est que si il devait y avoir un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, il faut savoir que ça aura un impact sur la valeur des actions au niveau du gaz, mais également aussi au niveau de d'autres produits, comme notamment le pétrole, parce qu'effectivement, ça risque de faire augmenter effectivement la demande de ces produits alternatifs. Alors, si la Russie, comme dit l'économiste, si la Russie décidait d'intervenir militairement en Ukraine, à ce moment-là, il y aurait effectivement des conséquences au niveau boursier. Alors, concernant le prix de l'énergie, effectivement, il y aurait des conséquences d'augmentation sensible, et notamment, comme je vous ai indiqué, dans le secteur également des métaux, et plus particulièrement de l'aluminium. Il faut savoir que l'Allemagne utilise fortement, disons,
l'aluminium et les métaux en général provenant de la Russie. Et donc, s'il devait y avoir un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, eh ben, on doit s'attendre à ce que l'automobile soit impacté. Et donc, le prix des véhicules va certainement augmenter, les véhicules allemands vont certainement augmenter dans les semaines ou les mois à venir. Mais s'il devait y avoir une persistance, effectivement, donc de ces tensions en tant que telles. Donc, par contre, les tensions qui résultent de ces deux pays, de ces deux zones, n'auront pas en principe d'impact au regard donc, du tourisme en Europe, sauf bien évidemment la situation extrême en tant que telle dans l'espace aérien. Alors, ça c'est une première actualité, mais donc sachez que ces effets d'annonce, je pense sincèrement que ça permet, disons, d'orienter l'augmentation de la valeur des actions en bourse dans d'autres secteurs d'activité, comme le pétrole, mais aussi le métal. Et donc, des investisseurs utilisent ces informations bien à l'avance pour pouvoir se faire beaucoup d'argent. Et donc, qui va payer les pots cassés? Bien évidemment, c'est encore le consommateur, parce que si le prix du métal augmente et l'aluminium augmente, bien évidemment, la valeur, donc le prix d'achat donc, des véhicules vont augmenter sensiblement. Et donc, ça signifie que c'est le consommateur qui va payer plus sa voiture allemande. Et qui va y gagner? C'est bien évidemment ceux qui ont connaissance bien à l'avance de ces éléments d'information en tant que tel. Donc finalement, la mauvaise poire, c'est le consommateur qui va toujours payer et encore plus. Alors, autre information, c'est concernant Covid-19. Il faut savoir qu'au Québec, effectivement, on annonce la fin du pass vaccinal au Québec. Le Canada va assouplir les restrictions sanitaires à ses frontières. En effet, le Canada a annoncé mardi, donc ce mardi-ci, l'assouplissement des restrictions sanitaires à ses frontières et notamment la fin de l'exigence du test PCR pour entrer dans le pays. Et donc, tandis qu'au Québec, on va progressivement abandonner le pass vaccinal en tant que tel. Et plus particulièrement, à partir du 28 février, effectivement, les voyageurs vaccinés n'auront plus l'obligation de présenter un test PCR négatif à l'entrée au Canada. Ils auront effectivement une option d'utiliser également le test antigénique rapide ou un test moléculaire. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important à le relever. Par ailleurs aussi, le pass vaccinal va disparaître dans un mois au Québec. Effectivement, le Québec a annoncé qu'effectivement, le ministre de la Santé a clairement annoncé ce mardi que le retrait sera progressif au niveau du pass vaccinal d'ici le 14 mars 2022. Et donc, ce passeport était obligatoire dans plusieurs provinces pour pouvoir accéder au cinéma, au restaurant, dans les salles de sport, mais aussi pour acheter de l'alcool ou se rendre tout simplement dans un grand magasin. Et bien, finalement, ce pass vaccinal va tomber progressivement pour disparaître le 14 mars 2022, en tout cas, à en croire le ministre de la Santé en tant que tel au Québec. Et donc, cette situation va permettre effectivement de retrouver progressivement les libertés au Québec et donc au Canada. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que cette situation s'inscrit également dans l'optique, dans d'autres pays, de pouvoir suivre également cette même démarche. Vous savez qu'il n'y a pas que le Canada qui s'inscrit dans cette démarche, il y a également le Danemark qui s'apprête aussi à arrêter sa campagne de vaccination. En effet, la pandémie Covid n'est pas officiellement terminée, mais de plus en plus de signes encourageants laissent penser que le plus dur est passé, en tout cas pour les Danois, de sorte qu'il n'y aura plus de 3e dose pour les moins de 18 ans, ni la 4e dose pour les personnes âgées. Et donc, ces éléments nous permettent de considérer
que le débat en Belgique ou en France sur la question de la vaccination obligatoire, elle est purement et simplement dépassée. Je ne comprends pas comment est-ce possible que des politiciens belges continuent à débattre sur cette vaccination obligatoire, alors qu'en réalité, plein d'autres pays commencent à faire marche arrière. Et ici, visiblement, c'est vrai que le vaccin fait gagner beaucoup d'argent, fait beaucoup gagner d'argent à ces fabricants de vaccins, mais au détriment de l'économie française, de l'économie belge. Et donc, qui va payer les pots cassés encore et encore donc, le citoyen belge. Je tiens quand même à rappeler que grâce aux politiciens belges, l'article 7 bis de la Constitution permet effectivement d'endetter les citoyens belges pour des générations et des générations. Eh bien, ça, c'est les politiciens belges qui ont trouvé cette astuce de rajouter l'article 7 bis de la Constitution. Eh bien, je trouve ça scandaleux qu'on ne se limite pas aux recettes pour pouvoir ne pas mettre à mal les générations futures. Non, les politiciens belges continuent à endetter les citoyens et ça continue toujours. C'est vraiment scandaleux. Et puis maintenant, on parle d'annexer la Wallonie à la France. Mais c'est incroyable. Et on veut donner comme auteur de ces décisions le virus. Mais non, ce n'est pas le virus Covid-19 qui est à l'origine du problème de l'économie en Wallonie. C'est les décisions politiques foireuses qui ont été prises par les politiciens, et notamment le Parti socialiste, le MR, le CDH, Écolo, et toute cette ribambelle qui met à mal l'économie du pays en tant que tel. Et donc, on ne comprend pas comment est-ce possible que des politiciens continuent à parler de la vaccination obligatoire. Je ne comprends pas comment est-ce possible que le Parlement, qui est censé contrôler le gouvernement, a validé la prolongation de la situation d'urgence épidémique, alors qu'en réalité, rien ne permet de le justifier en fait. Et donc, je trouve ça scandaleux que les politiciens, et notamment les députés, ne font pas leur job, qui est de contrôler le gouvernement. Non, les députés, c'est vraiment les serviteurs, visiblement les serviteurs du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose de lamentable parce que notre système est basé sur la séparation des pouvoirs et tout ce qui est proposé par le gouvernement est validé par le Parlement. En fait, on a l'impression que le Parlement ne sert strictement à rien, si ce n'est que de restreindre les droits et libertés des citoyens. Alors, d'autres infos, voilà, Van den Broek, le nombre de séances psychologiques seront remboursées à quadrupler. Visiblement, l'État fédéral, en tout cas par le biais du ministre Van den Broek, qui est très très généreux, même si la Wallonie est en train de plomber son économie de manière incroyable, on restreint encore et encore les droits et libertés des citoyens, et notamment des citoyens wallons. Rappelons aussi le décret wallon modificatif du code wallon de l'action sociale et de la santé, qui vient restreindre encore et encore les droits et libertés des citoyens. Finalement, on continue à mettre des budgets astronomiques. Regardez, le budget annuel qui est accordé au secteur donc, pour obtenir des séances gratuites au niveau psychologique est passé de 39 millions d'euros à 152 millions d'euros pour justement soigner l'état mental des citoyens face aux restrictions des droits et libertés constitutionnels. Je trouve ça lamentable de devoir dépenser encore de l'argent pour des décisions politiques foireuses qui ont mis à mal la santé mentale des citoyens. Vous voyez, donc non seulement ils prennent des décisions foireuses, mais en plus ils doivent avec l'argent les deniers publics, ils vont faire face aux préjudices subis par la santé mentale des citoyens. Alors, je tiens quand même à indiquer, et ça c'est une bonne nouvelle, et j'invite à toutes celles et ceux qui nous entendent ici,
si vous êtes atteint au niveau de votre santé mentale, eh bien évidemment, vous avez la possibilité non seulement d'exercer une action en responsabilité civile contre l'État par rapport, bien évidemment, à l'impact des décisions politiques et ce à l'égard, bien évidemment, de votre état de santé. Donc, vous avez cette possibilité d'exercer une action en responsabilité civile, mais vous avez aussi la possibilité, parce que la Cour de cassation a clairement indiqué que l'impact, que le préjudice résultant effectivement d'une faute ou d'une négligence fautive devait être remboursé, devait être indemnisé. Vous avez aussi la possibilité d'exercer une action pénale contre l'État si votre état de santé mentale a été, votre état a été atteint à cet égard. Donc n'hésitez pas à vous renseigner en tant que tel. Alors la dernière chose, et ça on le devine, et je le montre, eh bien ce qui se passe, c'est que l'euro numérique pourrait arriver en 2025. Eh bien visiblement, la Commission européenne prévoit de proposer un projet de loi pour l'euro numérique au début de l'année prochaine. Rendez-vous compte. Donc ça signifie en substance qu'il y a visiblement une course à la monnaie virtuelle et donc l'Europe, bien évidemment, explique ceci. Notre objectif est de déposer un projet de loi au début de l'année 2023, a déclaré effectivement le responsable des finances de l'Union européenne. Et le 9 février, donc c'est récemment, lors d'un événement à cet égard. Et le but est d'évaluer si cette monnaie numérique virtuelle risque de déstabiliser ou non le système financier. Et s'il juge que non, si le système financier n'est pas mis en péril, alors il pourrait y avoir, en 2025, bien évidemment, la mise en place de la monnaie numérique. Alors, est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation du marché financier? Eh bien, il faut savoir que les banques pourraient effectivement perdre le rôle de premier plan au niveau financier. Ainsi, les banques centrales veulent éviter que cette monnaie numérique ne finisse par menacer effectivement les monnaies officielles, et c'est ce qui risque de se passer en tant que tel. Alors, est-ce que cette monnaie virtuelle est nécessaire? Alors, il faut savoir à cet égard que l'Allemagne et la France exhortent la Banque centrale européenne à accélérer le processus de création d'une monnaie numérique. Et bien évidemment, l'Europe, à égard à ce qui se passe en Chine et aussi en Inde, la Banque populaire de Chine a entamé effectivement donc une transition vers une monnaie numérique qui s'appelle le yuan en 2014. Donc, ils sont en train donc de favoriser effectivement cette monnaie numérique. De même qu'en Inde, donc le ministère indien des Finances s'est engagé à proposer aussi une version virtuelle du roupie au plus tard fin de cette année. En tant que tel. Et aux États-Unis, effectivement, il y a une crypto-monnaie officielle qui est en cours de développement pour effectivement son utilisation. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la mise en place de cette monnaie numérique risque de mettre à mal sérieusement plusieurs pays européens, notamment les pays qui vivent du tourisme. Et je vise par là l'Espagne, le Portugal, l'Italie du Sud, donc à partir de Naples et en dessous, ainsi que la mondialisation et des échanges de services et de produits pour rester compétitifs, il n'en demeure pas moins que l'utilisation de la monnaie numérique va servir plus à contrôler les personnes, à mettre à mal l'artisanat et les services de qualité, et donc il faut absolument ne pas rentrer dans ce jeu de vouloir utiliser de la monnaie numérique. Il faut pouvoir utiliser de la monnaie physique pour préserver, bien évidemment, nos droits et libertés, notamment
faire en sorte à ce que on ait la maîtrise de ce que l'on veut faire pour l'avenir de nos artisans, les petits commerçants et autres. Parce qu'il est évident que si on rentre dans la numérisation, les artisans vont disparaître. C'est une évidence, les artisans vont disparaître, les personnes vont pouvoir acheter dans le monde entier et au détriment de la qualité, au détriment de l'originalité, on risque de perdre les traditions donc belges mais également de d'autres pays. Nous devons lutter contre la mondialisation, nous devons lutter pour favoriser l'artisanat, favoriser effectivement les artisans, les petits producteurs. C'est quelque chose d'essentiel pour éviter effectivement qu'on se retrouve à manger n'importe quoi, des produits foireux, comme des décisions politiques foireuses. Donc il faut absolument défendre nos artisans, nos petits commerçants. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, sans compter le fait que le numérique et la monnaie numérique va favoriser plus le contrôle aussi. Donc, on va pouvoir contrôler qu'est-ce que vous achetez, où vous l'achetez, combien, qu'est-ce que vous achetez, en quelle quantité. On va pouvoir tout voir et où vous l'achetez, à quel moment vous achetez. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'inacceptable, surtout lorsque nos droits et libertés sont mis à mal durant cette crise sanitaire Covid-19. Voilà, donc je tenais à vous informer de tout cela. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo je vous invite quand même à prendre conscience qu'on est dans une guerre de l'information. C'est pour ça que Droit et Liberté axe vraiment aussi sur l'information et la réinformation. Je pense sincèrement qu'on nous manipule, qu'on manipule l'information au service donc de la production des vaccins, au service de la mondialisation et au détriment, bien évidemment, de nos droits et libertés constitutionnelles. Donc, soyez très vigilants et très attentifs et de toute façon, nous serons là, toujours, bien évidemment, pour vous informer tous les jours sur l'actualité et les informations subtiles qu'on essaie de vous cacher, et donc notamment cet article 7 bis de la Constitution qui vise à endetter les générations futures. C'est quelque chose de scandaleux que ces politiciens nous cachent ces informations. Alors pour le reste, n'hésitez pas à nous soutenir, Donc si vous voulez soutenir effectivement notre JT, n'hésitez pas aussi à nous communiquer des informations, mais également aussi à faire un don, car c'est grâce à vos dons que nous puissions mettre en place des émissions pour vous informer en tant que tel. Voilà, je vous remercie et donc on se voit demain à 13 h pour le mini JT. À très bientôt, au revoir.